J'ai toujours pensé qu'il n'existait pas une réalité, un chemin, une histoire, mais des réalités, des chemins et des histoires propres à chacun. Là où tu vois une colline, un autre voit une montagne. Là où tu vois une montagne, un autre voit une colline. Nos histoires sont faites de décisions, de victoires, de déceptions et bien plus encore. Alors, c'est quoi ton histoire ? Ce n'est pas parce qu'on ne vit pas la même chose qu'on ne peut pas se comprendre. Tout commence par un échange. Puis vient l'inspiration, l'identification, la prise de conscience et l'évolution. Et maintenant, découvrons ensemble chaque histoire. Ludovic. Je suis très heureux que tu aies accepté l'invitation. Et moi donc. Franchement, merci beaucoup. Comment tu te sens là ? Stressé. Pourquoi tu me stresses, j'en sais rien, mais ça passera. Ça passera. Oui, ça va passer. Non, ça va. Exactement. Normalement, ça va. Ouais, tout va aller. super. Ludovic, bienvenue dans Alors c'est quoi ton histoire ? Je suis très heureux de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui et de t'accueillir sur ce tournage. On va un petit peu aller comprendre qui t'es, Ludovic, derrière ton métier, derrière ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Hop, on est parti ? Allez. On commence toujours par un clap. Ok, j'allais te le proposer. Parfait. Vas-y, viens, on fait équipe ensemble. Attends. 1, 2. C'est quoi ton histoire ? Oh là là. Excellent. Alors, c'est quoi ton histoire ? Ludovic, exactement. Ça va être ça la question. La grande question de ce tournage ensemble, de cet épisode, de cette vidéo. Pour commencer, évidemment, première question assez simple. Ton prénom ? Alors, je m'appelle Ludovic. France Séché. Alors, pour prononcer mon nom, tu penses à France mouillée, France Séché. France Séché. C'est tout simple. Et j'ai 50 ans. Ok. Je suis arrivé jusque-là. Waouh. Et je suis éboueur à la ville de Paris maintenant depuis 10 ans, mais pas que. Je suis aussi un fin amoureux de notre planète. Ouais. Je suis un vrai dépollueur, que ce soit terrestre ou dans nos esprits aussi. Parce que tu partages effectivement quelques idées sur les réseaux sociaux. Maintenant, en plus que tu as acquis une certaine notoriété aussi, tu construis une certaine communauté sur les réseaux sociaux. Donc, tu essayes de sensibiliser. J'ai un peu de mal avec ça. Ouais ? C'est pas que j'ai du mal avec la notoriété, pas du tout. Mais pour moi, je suis quelqu'un... dans le métro, il y a des personnes... Ah, c'est Ludovic l'éboueur, il y en a qui viennent me voir et tout. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un de lambda. J'ai du mal à... Je crois pas encore que j'ai la notoriété, tu vois. Mais je préfère que ce soit vous qui le disiez. Parce que sinon, on va croire qu'après, j'ai pris la pastèque, tu vois. Le truc. Ouais. Donc, Et qu'est-ce que tu souhaites justement, toi, au travers de cette visibilité que tu as sur les réseaux sociaux ? On va y venir à ton parcours, à ton histoire. Mais étant donné qu'on y est, là, on parle de notoriété. Qu'est-ce que toi, ça t'apporte aujourd'hui, la visibilité que tu as sur les réseaux sociaux ? En fait, moi, j'ai une chance d'avoir été suivi dès le départ par les médias. Donc, on peut parler de médias. Bien sûr, totalement. Donc, tu peux dire les noms. Le premier média qui m'a contacté, c'était Combini. Donc, c'est pas rien. Et qu'est-ce que ça m'apporte ? Déjà, j'étais rien auparavant et je suis devenu Ludovic France Séché. Et donc, on va dire quelqu'un. Quand je dis que j'étais rien, c'est parce que c'est vrai que à l'époque, la plupart des médias me disent que j'ai eu 1000 vies. Et j'étais à la rue, j'ai été victime de pédocriminalité, j'ai été dans la prostitution, j'ai eu 2 commerces, j'étais patron. Je suis parti aux États-Unis pendant quelques temps pour faire le rêve américain. J'ai fait des rencontres incroyables. Voilà, donc qu'est-ce que ça m'apporte le fait que je sois Ludovic, tu vois, et je pense que c'est déjà beaucoup. Maintenant, je sais pourquoi je suis là. Avant, je ne savais pas. Maintenant, je sais. Je transporte ce message de propreté pour tous dans le monde entier parce que
c'est vrai qu'à travers les réseaux sociaux, il n'y a pas de frontières. Et du coup, on va partout. Je suis au Cambodge. Ouais. Un truc de malade quand même. c'est bien. Alors par contre, ils adorent ils adorent les vidéos caca. Ah ouais. Les vidéos un peu dégueu. J'adore ça. Et après, je suis aux États-Unis aussi. Je suis passé dans le Good Morning America quand même. Wow. C'est pas rien. Je suis en Inde. Voilà, donc j'ai la chance aussi que Reuters, par exemple, soit venu à ma rencontre. Ils ont tourné un reportage là où je travaille, dans le centre de Paris. Et eux, ils ont transmis leur reportage partout dans le monde. Donc c'est aussi grâce à ça que je suis devenu un peu connu. Mais après, que moi je sois connu, bon voilà, moi, ça je m'en fous un peu. Mais le fait que mon message, lui, soit connu, reconnu et qu'il soit transmis, pour moi ça c'est le plus important. Et c'est là que je mets la définition, je pense, de la notoriété, effectivement. Parce que souvent, je pose la question, c'est quoi la différence entre la célébrité et la notoriété ? Pour moi, cette différence-là, elle est associée à la célébrité. Tu peux être quelqu'un de célèbre sans pour autant être notoire. C'est-à-dire que les gens vont connaître ton prénom, les gens vont savoir qui tu es, mais pour autant, ce que tu vas dire ne sera pas entendu, ne sera pas écouté. Alors que la notoriété, pour moi, tu peux être un parfait anonyme qui écrit un message. Et ce message-là, il est écouté par un énorme groupe, tu vois. Et quand il est écouté et qu'il est, il est appliqué, là, pour moi, tu deviens quelqu'un de notoire. Et c'est pour ça que je parle plus de notoriété avec toi, parce que je vois aussi les messages que tu passes sur les réseaux sociaux et le but, les valeurs qu'il y a derrière. Et j'associe ça plus à de la notoriété que tu... C'est de la vraie influence. Exactement. Je suis pas l'influenceur qui va te vendre un produit, qui va ponctionner ta carte de crédit, qui va prendre tes sous et pour des pommades en veux-tu en voilà. Et puis tu vas devoir racheter notre pommade parce que finalement c'est enflé, etc. Bon, je vais pas te vendre avec un code promo, non pas du tout. Je vais t'influencer à jeter à la poubelle. Tu vois, c'est un geste. Il y en a de plus en plus maintenant des influenceurs comme ça qui commencent à avoir cette notoriété. Ouais. Je parlais par exemple de Guillaume Le Cantinier, lui c'est l'anti-gaspi. Tu vois, par exemple, ça c'est de la vraie influence. Je peux parler de Manu Solidaire, lui il fait des repas pour les sans-domicile fixe, donc ça c'est de la vraie influence. Tu vois, voilà. Mais ça, c'est des vrais influenceurs. Les autres, excusez-moi, vous êtes de la merde. Je suis désolé. Hein. Non, mais là, on est libre. On est ici parfaitement libre. Est-ce qu'il y a un tabou ici ? Non. Sens-toi totalement libre de parler comme tu le souhaites et transmettre les messages que tu souhaites. Il n'y a vraiment aucun tabou. Justement, là, tu as évoqué brièvement le parcours, les différents lieux, les différentes destinations. Mais pour aller un petit peu plus précisément, justement, essayer de comprendre où est-ce que ça s'insère dans ta vie, j'ai une question, Ludovic. Vas-y. Pour toi. Alors, c'est quoi ton histoire ? Alors, c'est quoi mon histoire ? Ben, comme je le disais tout à l'heure, mon histoire, c'est fou, mais c'est en quelques mots, pédocriminalité, prostitution, rue, éboueur, famille nombreuse, famille d'accueil, agression, voilà. C'est un peu tout ça, mais pas que. C'est aussi, il y a plein de positifs. Hein. Il y a la pollution, sensibiliser les gens, la fierté. Ça a démarré, tout ça, en 75, hein, comme j'ai 50 ans. Et tout petit, j'étais caché derrière mon cyprès. Le cyprès, c'est le cousin au sapin. Et je voyais ce monstre arriver, qui est le camion poubelle, avec ces deux personnes derrière, au cul du camion. Ouais. Et pour avaler nos poubelles, j'ai fait waouh, c'est des génies ces gens-là. Et moi, je veux faire pareil. À l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait éboueur encore. Mais j'ai toujours gardé ça. Après, la vie a voulu que je fasse plein d'autres choses. J'étais un enfant dissipé. Ma maman m'a placé à la DAS. Ensuite, j'ai fait mon armée. Je suis parti à Barcelonnette, dans les Alpes. J'ai fait 1 an, 3/4. Alors, il y en a qui vont sur le quai 3/4 pour aller pour prendre un train.
Moi, j'ai fait 1 an, 3/4 d'armée. Et comment tu t'es senti là-dedans? À l'armée, comme un poisson dans l'eau. Bon, par contre, moi, je suis pas quelqu'un qui dirige les gens, je déteste ça. Je supporte pas commander. Je le fais moi parce que je suis sûr que ça sera fait. Tu vois. Et non, l'armée, c'était bien. Hein. Et j'ai eu... bon, je suis homosexuel. Hein. Et j'ai eu un rapport là-bas avec un gars et ça s'est su. Et c'est monté au bureau du commandant. Et je suis convoqué par le commandant. Il me dit, Ludovic, il me montre le papier de sortie. Il me dit, Ludovic, tu t'en vas parce qu'on veut plus de cette race-là ici. Pourquoi il a dit ça? J'en sais rien. Et je suis parti. Et du coup, mon périple à la rue a commencé. Et je suis parti sur Valence, donc dans la Drôme. Et là, pour la première fois, j'ai fait la Manche dans ma vie. Et j'étais assis à la gare. Et à partir de là, je reconnais ma prof de français qui passe devant moi. Là, elle me regarde. Elle me dit rien. Et là, je prends sa valise et je la monte au train. Et elle me tend un billet, 50 francs à l'époque, et je le prends pas. Et elle me regarde, mais d'un air strict, mais qui en dit long. Et elle me dit bonne chance, Ludovic. Et cette image, je l'ai encore dans ma tête. Hein. Et je pense que c'est grâce à ce genre de message-là que j'en suis là maintenant. Et après, je suis monté sur Paris, etc. C'est là que j'ai connu la prostitution, malheureusement. Et qu'est-ce que ça t'a fait, ce message-là, quand tu l'as reçu de cette dame? En fait, j'ai compris que j'avais rien à faire en train de faire la Manche. Et puis, comme ça, il fallait que j'avance dans ma vie. J'avais l'impression que pour elle, c'était un échec. Tu vois, parce que c'était ma prof de français, c'était notre prof principal à l'époque. Donc, je pense que, comme pour tout prof de français ou tout prof principal, ils veulent la réussite de leurs élèves. Et là, quand elle voit un de ses élèves qui est assis en train de faire la Manche, c'est pas vraiment de la réussite. Donc, du coup, non, j'étais mal à l'aise, bien évidemment. Mais je pense qu'elle a fait exprès, justement, toutes ces mimiques qu'elle avait, elle a fait exprès pour que ça reste encore et pour que ça m'aide à avancer. Et après, on en arrive au périple de la rue de Paris, prostitution, etc. Là, c'était chaud. C'était chaud quand même. Mais moi, tout ce qui m'a sauvé, en fait, c'est toutes ces rencontres que j'ai pu faire dans ma vie. J'ai écrit un livre, d'ailleurs. Hein, tu l'as pas apporté. Non, je l'ai pas apporté. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui fait des promos parce que je me dis bon, voilà, je suis pas là pour ça non plus. Mais ouais, j'écris tout ça dans le livre et c'est plus tard tu seras éboueur et c'est toute ma vie et avec ce métier-là et c'est un super livre. Je dis pas ça parce que c'est le mien. Quoique. Il y a peut-être un biais, mais dans tous les cas, l'histoire qu'il y a tout ce que à je te l'intérieur, raconte là, c'est écrit, ouais. Moi, j'ai pas tout dit parce que je laisse la place pour un deuxième. Bien sûr, bien sûr. J'ai encore plein de choses. Mais ouais, donc je raconte tout ça. La prostitution, par contre, ça a été compliqué, très compliqué, parce que en fait, t'es amené à un système où tu vas te faire des sous le soir même, et puis tu vas aller tout dépenser en boîte de nuit, dans les hôtels, pour acheter des vêtements, et là. Tu te dis le lendemain, tu vas recommencer, et tu auras un peu plus, etc., etc. Je sais que j'ai vu des ministres de l'époque qui sont venus me voir. Je dirais pas les noms, mais mais ouais. J'ai vu tout style de personnes. C'est fou. Mais toujours, ce qui m'a fait tenir le coup, c'est donc ce message de cette prof et aussi les rencontres, les associations. J'ai énormément connu les associations, donc que ce soit les Restos du Cœur. Je remercierai à jamais, mais ce grand monsieur qui est Coluche. Je suis un petit peu son parcours associatif. Lui, malheureusement, il est parti beaucoup trop tôt, mais il a laissé un message qui est la solidarité. Et moi, si je peux laisser ce message propreté pour tous, tu vois, quand je partirai, j'aurais gagné. Donc voilà, les rencontres, moi, ça m'a beaucoup aidé, énormément, et à jamais. C'est pour ça que je cite toujours les Restos du Cœur, parce que ils sont dans mon cœur. Et là, sur ce parcours, à un moment donné, tu prends des décisions et même malgré toi,
d'aller faire la manche dans la rue, puis ensuite d'aller vers la prostitution. Quel est le déroulé dans ta tête à ce moment-là? Au moment où tu touches le fond et que tu te dis, j'ai peut-être plus d'autres solutions. Ah, mais j'étais au fond du trou, hein. J'étais au fond, dans le caniveau. Tu vois, c'est bizarre quand je dis ça, parce que maintenant, je ramasse ce qu'il y a dans le caniveau. Donc, tu vois, j'aurais peut-être pu me ramasser à l'époque. Mais c'était pas le cas. Mais, j'étais au fond du gouffre. Donc, pour moi, j'avais plus d'espoir, j'avais plus rien. Donc, vas-y, on y va à Guingamp, quoi. Il faut que je gagne de l'argent, il faut que je puisse vivre, etc. Et genre, on m'avait parlé de ça, malheureusement, donc que je pouvais faire ça sur Port-Dauphine, par exemple, à Paris, au Bois de Boulogne, etc. J'ai eu beaucoup d'argent dans les mains, mais tout a été dépensé tout de suite. Je regrette de ne pas avoir ouvert un livret A. C'est une sacrée expérience quand même. Mais voilà, mais j'ai toujours su que j'étais pas fait pour ça, en fait. Tout le temps. Que ce soit la manche, que ce soit rester à la rue, que ce soit la prostitution. J'étais fait pour autre chose. J'avais ce dépollueur en moi, mais qui demandait qu'à sortir. Mais il n'avait pas les moyens ou il ne devait pas sortir encore. Et qu'est-ce qui te permet ensuite de prendre un nouveau départ ou de sortir de ce cadre-là de la prostitution? C'est des rencontres. Il y a une association qui est venue me voir et qui s'appelle Au Captif la Libération. Et ils m'ont dit, écoute, ils sont venus sur le trottoir. Hein, ils me disent, on a un local, on a ce qu'il faut si tu veux te ressourcer, si tu veux manger, laver ton linge, etc. Je dis OK. Et voilà, donc j'y suis allé. Puis après, c'est les associations, il y a des éducateurs, etc. Donc ils prennent ton cas à bras le corps et ils essaient de t'amener sur la bonne voie, déjà psychologiquement parlant, parce que c'est hyper compliqué mentalement de parler de tout ça, c'est pas facile. Hein. Ouais, bien sûr. Et du coup, ils ont trouvé les bons mots. Et là, je peux te citer, parce que j'ai fait une toute première télé grâce à eux. Donc finalement, peut-être que je suis un homme de médias depuis toujours. Hein, et en fait, j'ai une journaliste qui s'appelle Coralie Cortot, qui est venue voir un éducateur de Captif. Et elle dit, on fait un reportage pour Julien Courbet, c'était pour Sans aucun doute à l'époque, et on voudrait trouver quelqu'un qui fait de la prostitution, mais à visage découvert. Et on voudrait l'interroger, etc. Et moi, ils sont venus me voir, j'ai dit, OK, on y va. De toute façon, j'avais plus rien à perdre. Alors, et ils sont venus, et ils ont fait le reportage, et c'était pour donc l'émission Sans aucun doute, et ça passait en deuxième partie sur TF1. Donc, je me souviens de cette émission. Énormément de monde. Ouais. J'ai reçu des messages, en veux-tu, en voilà, mais alors incroyable. Et puis, le jour où je suis passé, parce qu'ils m'ont invité en direct, et j'ai regardé la caméra qui était en face de moi, et j'ai juré devant des millions de gens que j'allais arrêter. Pardon, voilà, je suis désolé. T'inquiète pas. Que j'allais arrêter tout ça. Et du coup, j'ai tenu le coup, j'ai arrêté. Net. Il a fallu ça pour que je puisse arrêter. Et ça m'a fait un bien fou de parler devant tous ces gens que je ne connaissais pas. Et j'ai reçu un message qui m'a énormément touché. C'est mon cousin que je ne connaissais pas. Et il me dit, tu sais que je connais ton père? Je dis, ah bon? Moi, je ne le connais pas. Et il me dit, bien, je t'invite à la maison et tu verras ton père. Et là, je dis ça à la journaliste. Je dis, tu vas venir à la deuxième émission, puis on va filmer tout ça. C'était à Grenoble et tout. Je suis désolé, hein, pardon. Non, mais t'excuses pas. J'en parle tellement souvent de ça, non, pas du tout en fait. Et du coup, voilà, deuxième émission, la rencontre avec mon père. Et après, il y a quelqu'un qui... Après, on m'a demandé, Julien Courbet, il m'a demandé mon rêve. Je dis, écoute, moi, je suis allé droit au but, pourquoi pas chanter? Et il y a un studio qui m'a contacté, on a fait une petite chanson. Bon, on la retrouvera jamais. Hein. Ça fait un bide total, ça fait un vrai bide, plus gros que mon bide. Et j'étais en studio et tout. Puis après, c'est la troisième émission. Puis voilà, après j'ai fait ma route. Ouais. Et là, tu entames un nouveau chemin. Déjà, tu rencontres ton père, à ce moment-là, quelqu'un que tu ne connaissais pas. Non. Comment ça se passe? Parce que d'un côté, tu avais grandi tout seul, ta mère t'avait placé. Et déjà, même là, avant même de rencontrer ton père,
le Ludovic enfant, à ce moment-là, comment il se sentait? Comment il était? Il était perturbé, hein. Mais quand j'ai vu mon papa, j'ai pu mettre une tête sur le mot papa. Tu vois. Et c'est fou quand même ce que je dis là. Parce que tout enfant devrait connaître son papa vitam aeternam. Sauf que là, non, j'ai mis une tête sur mon papa, j'ai mis tant de temps à savoir que c'était lui. Et moi, j'ai juste un souvenir quand j'étais gosse, quand je l'ai serré dans les bras, j'avais ce souvenir qui est arrivé tout de suite. C'est que avant qu'il parte de la maison, il me tenait dans ses bras, il m'a jeté contre le canapé. Tu vois. Voilà, heureusement qu'il y avait le canapé, là, d'être Dieu. Ouais. Heureusement. Et voilà, j'ai cette image-là, mais bon, après, j'en ai pas voulu. J'en ai pas voulu. On fait tous des erreurs. Et bon, malheureusement, c'était un alcoolo, etc. Bon, c'est pas très agréable ce que je raconte. Hein. C'est ton histoire, c'est ta réalité, histoire, finalement. Et du coup, mais ça m'a fait quand même bien fou de le serrer dans mes bras et de savoir que c'était lui. Bon, mais non, s'appelle. On fait que s'appeler. Il veut que je vienne. Il m'a vu la télé, tout ça. Il m'a dit, bro, je suis très fier de toi, mon fils. Et il faut que j'aille le voir là. Ouais. Et comment tu fais pour je te parle de passer... ça fait très longtemps, hein, mais non, mais on s'appelle régulièrement, mais ouais. Et comment tu passes, comment tu arrives à passer au-dessus justement de l'absence pour pouvoir reconstruire quelque chose avec cette personne qui n'était pas là avant et qui est ton père? J'ai pas le choix, j'ai dû me débrouiller tout seul. Moi, quand ma mère elle m'a mis à la DAS, j'ai pas compris pourquoi. À la base, c'était juste un mois, mais en fait après, c'était tout le temps, en fait, jusqu'à la majorité. Et en fait, j'ai compris plus tard que elle a dû faire un choix parce qu'elle n'avait pas d'argent pour pouvoir me subvenir à mes besoins. Et t'es obligé d'avancer. On a une vie, il faut que tu la construises, ta vie. Alors, il y en a qui commencent beaucoup plus tôt à subvenir à leurs besoins tout seuls. C'est ce qui s'est passé pour moi. Faut pas croire, même dans la famille d'accueil, j'étais seul. Hein. Pas croire, moi, ces familles d'accueil-là, j'en ai un très mauvais ressenti. Hein. Pour moi, on était des pompes africains. Tu vois, ils touchaient de l'argent sur notre tête. C'est pas pour autant que j'en ai vu la couleur. Hein. Tu vois, la famille d'accueil où j'étais, 3 enfants, il y avait un garde-manger, toi, t'es à table. Comme ça, et tu vois les gosses sortir du garde-manger, la bouche pleine. Toi, t'es là, t'es en train de baver comme ça. T'as envie de manger aussi, comme eux. Et non, tu peux pas. Tu vois, c'est ça les familles d'accueil que j'ai vécues. C'est ça. Bon. Mais si il y a des familles d'accueil, là, vous m'écoutez, non. Arrêtez. Tu vois, si ça peut aider les gens à comprendre ça, franchement, non, c'est pas bon. Parce que si tu décides de t'occuper d'un enfant, et si tu lui donnes pas le même traitement que tes propres enfants, arrête ça. Tu vois. Donc il y a plein d'enfants comme ça malheureux. Et j'étais avec une fille qui était comme moi dans la même situation. Et tu vois, j'ai su là, il y a pas si longtemps que ça, il y a à peine peut-être 1 an maintenant, elle m'a contacté sur un réseau social. Un petit Ludo, bravo pour ce que tu fais et tout. Il faut que je te dise un truc. Tu sais qu'à l'époque, quand on était, parce que c'était un château, on était dans un château. Et elle me dit, j'ai eu des attouchements. Voilà. La fille, elle me dit ça, maintenant. Je dis, mais c'est fou quand même. Tu vois. Donc voilà. Voilà mon ressenti. Et au final, tu te rapproches aujourd'hui, tu t'es rapproché de ton père qui est venu te voir et tu as accepté de passer au-delà de l'absence, au-delà de ce qui a pu te manquer pour aller vers une nouvelle route. Oui, bon, maintenant il a 84 ans. Et, mais moi, j'en ai jamais voulu. Je suis pas quelqu'un de rancunier. Je vais t'en vouloir sur le moment, c'est logique, c'est normal, on est tous humains. Mais faut juste qu'on se rende compte que la vie, c'est une fois. Il y a personne qui est venu me voir pour me dire, Ludo, ça fait la 2e fois que je suis ici. Ça n'existe pas, ça. Donc, voilà. Quand on gueule tout de suite, ok, parce que t'as fait une connerie, très bien, mais c'est tout. Perdons pas notre temps avec tout ça. Ça sert à rien. Il faut qu'on avance. Et moi, je suis comme ça, en tout cas. Et j'y en veux pas. Vraiment pas. Et là, on s'appelle maintenant, mais
Mais voilà, c'est pas pour autant que j'ai fait le pas aussi pour aller le voir, tu vois. Mais on s'appelle. Ouais. Mais je vais aller le voir, il faut que j'aille le voir. Et au final, là, quand on entend aussi ton récit, il y a le lien avec le petit Ludovic qui était là, qui voyait le camion poubelle et qui Fasciné, qui avait les fasciné. J'avais des Fasciné, étoiles, ouais. j'avais des poubelles dans les yeux. Il Il y en a qui mettent des paillettes dans leur vie, moi c'est les poubelles là. Et tu réussis finalement à faire de cette fascination que tu avais, ton métier. Comment ça se passe? Alors comme je t'ai dit, donc fasciné déjà dès le départ, tout petit, etc. Après, ce que je viens de te raconter, mon parcours quand j'étais jeune. Après il y a l'armée. Après l'émission, là je vais sur Lyon, de Julien Courbet, je vais sur Lyon et puis là je fais une rencontre, etc. Et là on me propose d'être patron d'acheter déjà un appartement, moi qui avais jamais acheté un appartement. Je me rappelle, j'avais joué au Rapido. Je sais pas si tu connais le Rapido. C'est un truc de la Française des Jeux, etc. Et à l'époque, j'avais gagné 900 €. Et avec ça, j'ai pu monter une société commune immobilière, donc une SCI. Et là, on a acheté un appartement, 2 appartements, 3 appartements, etc. Et ensuite, on a acheté un commerce. Pardon. Et voilà, donc je suis devenu alors, j'étais à la rue, et là, je me retrouve propriétaire de 4 appartements, plus un commerce, donc c'était un bar tabac, le Bulldog à l'époque. Et waouh, c'est une sacrée expérience. Hein. Et ensuite, je dois me séparer de cette personne-là, c'était mon copain de l'époque, et je dois me séparer de cette personne-là, bon, ça se passe très mal, etc. Bref, m'étrangler, tout ça. Bon, et là, il me rachète mes parts. Donc moi, j'étais à 49%, lui à 51%. Il me rachète mes parts et je repars en poche. Écoute-moi bien, sur Paris, j'avais un chèque de 90 000 €. 2 chèques, ça faisait 90 000 € en tout. Et là, moi, je vais pour acheter un tabac, donc une civette. Donc la civette, c'est quoi? C'est juste un bureau de tabac. On ne vend que des produits, du tabac et des produits autour du tabac. Et il fallait que je gagne un peu d'argent avec cette civette-là, quand même, parce que tout le monde sait qu'avec le tabac, on ne gagne pas d'argent, et avec la Française des Jeux non plus, parce que c'est l'État qui se sert d'abord, et après, c'est vous. J'avais une petite idée. J'avais le droit de vendre des bibelots. Et j'achète donc des Tours Eiffel, mais en bouteille, en verre. Et là, je ne mets pas du cognac dedans. Qu'est-ce que tu mets? Ce rire maliçois. Et en fait, je devais vendre le bibelot, mais le bibelot valait peut-être 15, 20 balles ou 30 €, tu vois. Mais avec le cognac dedans, tu pouvais grimper. Donc, du coup, c'est comme ça que je gagnais un peu d'argent. Excellent. J'étais le premier tabac sur Paris qui prenait la carte bleue à 1 €. Ça, en fait, c'était une négociation avec la banque. Moi, je leur ai prouvé que l'argent, quand c'est payé en carte, ça va directement sur le compte, déjà. On n'a pas de fonds de caisse ou quoi que ce soit. Et je leur ai dit, écoutez, c'est bon, votre commission, à un moment donné, etc., etc. Et ils avaient accepté. Donc, tu pouvais venir dans mon tabac, acheter un paquet de cigarettes avec ta carte bleue. Donc ça, je te parle de ça, c'était en 2007. Après, je bosse 1 an là-bas dedans. Donc, c'était vers les grands boulevards, là-bas, vers le Grand Rex. Et je peux te raconter une anecdote, si tu veux. Avec plaisir. Tous les jours, un tabac, ça brasse énormément d'argent. C'est pas ton argent, hein, mais c'est l'argent de l'État. Mais tu vois, ce jour-là, j'avais fait 35 000 €. Bon, en cash, hein, t'imagines, en cash, il y avait beaucoup de liasses. C'est énorme. Et j'appelle mon meilleur ami et tout, nanana. Bon, je dis, écoute, on va manger au resto, tout ça, tout ça, tout ça. Et moi, je file la caisse parce que le lendemain, je devais apporter ça à la banque. Et je lui dis, écoute, on va manger sur 35 000 €. Il me dit, quoi? Je dis, oui, on va manger sur 35 000 €. Ok, très bien. On va dans une brasserie. Et moi, j'avais mis tout mon argent, les liasses et tout, dans un sachet quelconque. Tu vois, mais personne ne savait que je baladais. Personne ne savait qu'il y avait 35 000 € dedans. Et on arrive dans la brasserie et je jette le sachet rempli d'argent
sous la table. Oh, wow. Et j'ai dit, écoute, là, on va manger sur 35 000 euros. Sous la table, il y a 35 000 euros. Il m'a dit, quoi? T'es bada et tout. Non, voilà, la tête qu'il a fait ce jour-là, c'était incroyable. Mais voilà, on a mangé 35 000 euros. Après, je sais pas, le lendemain, j'ai mis ça à la banque. Mais voilà, je peux dire que j'ai mangé 35 000 euros. Mais c'est déjà là, parce que tu étais avant-gardiste, comme tu as dit, sur les négociations avec la banque pour avoir ce genre de possibilités. En parlant de ça, j'avais, tu sais, Grand Boulevard, il y avait des camions, gros camions poubelles, c'est les VXL, hein, VXL. Et déjà là, j'étais pas éboué encore, hein, déjà là, j'offrais soit un café, soit des cigarettes pour ceux qui fumaient, qui étaient derrière le camion. Déjà là, j'allais les voir, on parlait un petit peu, je leur donnais ce que je pouvais, quoi. Déjà là, j'avais cette confiance-là, tu vois. C'est fou. Puis, qu'est-ce qui t'amène à la suite pour toi? Parce que alors après, je pars aux États-Unis. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que on est en 2008 et moi, je suis très fatigué et je recherche de l'aide et il y a un pseudo-ami qui me dit, écoute, je peux t'aider tous les week-ends si tu veux, nanana. Je dis, ok, pas de souci. Donc, ça veut dire que moi, je travaille 5 jours et lui travaille tous les week-ends. Ok, très bien. Sauf que 3 mois après, je fais un inventaire. Wow. Et là, le drame, il me manque de l'argent cash, il me manque des cartouches de cigarettes, il me manque des jeux à gratter, etc., des cartes téléphoniques, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'avère que ce gars-là m'avait volé. Et donc, je vais à la banque et je leur dis, voilà, il me manque 15 000 balles pour que je puisse acheter mon tabac au cul du camion, parce que le tabac s'achète au cul du camion avec un chèque certifié. Et, ça veut dire quoi, au cul du camion? Ça veut dire que le camion, il vient, tu leur donnes ton chèque, et là, il te donne le tabac. Si tu ne donnes pas de chèque, il ne te donne pas le tabac. Ok. Voilà. Et donc, là, la banque ne veut pas me le faire. Et je leur dis, mais ouais, ça sera refait. On peut faire un crédit, nanana, ça sera refait, etc. Je leur explique l'histoire. Ils ne veulent rien savoir. On est en 2008. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Début de la crise économique. Et là, ils avaient arrêté les crédits, les trucs et les bidules. J'ai dit, ok, très bien. Je prends le peu d'argent que j'avais, je prends une petite valise, je prends les clés du commerce, je vais voir mon banquier, je lui dis, écoutez, je ne dis même pas bonjour, ni rien du tout. Je lui dis, écoutez, soit vous faites mon chèque là maintenant, tout de suite, certifié, ou alors je vous balance les clés de mon commerce, comme ça, et je m'en vais aux États-Unis. Je vous laisse 15 minutes pour réfléchir. 15 minutes, c'est super long quand tu le regardes droit dans les yeux. Ça dégouliné. Vraiment, dans les films... Pardon, excusez-moi le micro. Ça dégouliné 15 minutes, tu sais. Vraiment comme dans les films, tu sais, tu vas zoomer sur la goutte de sueur. Exactement ça. Et il répond pas. Je dis, ok, prenez mon commerce, je vous le donne. J'ai balancé les clés comme ça sur sa figure. Et là, je suis parti. Je dis, mais non, je pars aux États-Unis. Mon rideau était fermé, j'avais fait ma valise et tout. Hop. Passeport, tout ça, je pars aux États-Unis. Là, ce jour-là, j'ai perdu plus de 300 000 balles. Wow. Non. Je dois être le seul au monde qui abandonne les commerces comme ça, mais pour le coup, je suis parti aux États-Unis. Et d'où te vient un tel courage, une telle force, une telle détermination, même à prendre cette décision-là? De toute façon, j'avais pas le choix. J'avais plus de tabac, j'avais plus rien. Donc, un bar qui n'a plus de bière, il ouvre pas. Tu chasses quoi? Si la banque me suit pas à ce moment-là, je peux rien faire. Donc là, pour moi, je me suis dit, c'est bon, j'arrête tout. J'arrête tout. Si eux me suivent pas, qui va me suivre? Si ta propre banque décide de pas t'aider, donc j'ai tout abandonné. Et je suis parti aux États-Unis pendant quelques temps. J'ai fait des allers-retours, etc. Je regrette parce que, en plus, j'avais toutes les médailles de mon grand-père dans ce local, les médailles de guerre et tout. Et bon, maintenant, je sais plus où c'est, mais je regrette juste ça. Pas le fait d'avoir abandonné le commerce. Je m'en fous. Parce qu'ils ont pris tout ce qu'il y avait. Après, bien évidemment, il y a eu garde-meubles, il y a eu tout ça. Bref. Après, moi, je suis parti aux États-Unis. Et du coup, quand je suis revenu, tu imagines bien, la dette, elle s'est amplifiée, etc. Les garde-meubles, tout ça. Et j'arrive en France et là, je vais à Pigalle et je vais dans un endroit qui s'appelle l'Atlas. Bref, c'est un cinéma porno. Et je vais même pas dans le cinéma. Je vais juste
à l'entrée, et là, il y a une personne qui était assise avec un gilet à carreaux rouges et noirs. Et là, il me dit « Bonjour, ça va? Vous voulez une bière ?» Il ne me connaissait pas. Je dis « Ok. » Et il me paye une bière et tout, on discute. Et moi, je suis quelqu'un quand même de courtois et je redonne l'appareil, donc je lui repaye une bière, etc. On fait que ça. Et moi, j'avais échangé que j'étais à la rue, tout ça. Il me dit « Écoute, Ludovic, écoute, tu peux venir à la maison. » Et je suis allé chez lui, et voilà, mon périple à la rue se termine là. Grâce à eux, ils me sortent de la rue. Et c'est un couple gay, voilà, il s'appelait Denis et Orphée. Orphée, je l'ai quitté tout à l'heure, par exemple. Ouais. Tu vois, donc on se coûte. Ouais, ce sont des gens qui on sont se voit encore comme maintenant, ça. sauf que son mari, il est parti, malheureusement. Mais voilà, donc on se voit toujours. Et voilà, grâce à ça, donc je suis sorti de la... Grâce à eux, je suis sorti de la rue. Voilà. Et quand tu arrives aux États-Unis, là, un nouveau cadre, un nouvel environnement, un nouveau départ, une nouvelle vie. Incroyable. Parmi toutes les vies que tu as déjà eues avant, tu vois. Puis San Francisco, c'est la... Moi, je suis parti, ma destination, c'était San Francisco, c'est la capitale gay, du milieu gay, on va dire ça comme ça. Et c'est... La Floride, c'est l'État le plus ouvert, le plus européen, on va dire ça comme ça. Et j'ai passé des moments incroyables. Vraiment, hein, et moi je voulais y rester. Mais sauf que c'est très compliqué. En fait, ce qui m'a fait revenir en France, c'est parce que j'étais dans un bar, et là-bas, à 2h moins quart, il sonne une cloche, il n'y a plus qu'un quart d'heure, et tout le monde vient au bar, et tout le monde boit tout ce qu'ils peuvent, et après le bar, il ferme à 2h. Et moi, là, du coup, j'étais dans ce bar-là, et là, je m'en vais, et là, je marche, et là, je me réveille 3 heures après. En fait, je me réveille le bras en sang. Il y a un mec qui me dit « Touch your face, come on with me », une ambulance. Je le suis, comme par hasard, il y avait une ambulance. Et je m'allonge, il m'allonge, et là, je me regarde dans la vitre. Je me reconnais pas. Elephant Man. J'ai les photos, hein. Je les ai. Elephant Man. Et je comprends pas ce qui s'est passé. Je prends mes 4 premières dents. Là. Tu vois, celle-ci, regarde. Voilà. Bref. Elles sont mortes. Je les bouge. Ah ouais. Et du coup, ils m'emmènent à l'hôpital. J'avais des marques de strangulation. Ils m'ont mis 7 points ici, 8 points ici. Donc, je pense que je me suis fait tabasser. Je sais pas, en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai 3 heures de ma vie où je sais pas ce qui s'est passé. Et donc, ils m'emmènent à l'hôpital. Ils réajustent un peu tout ça. Et après, c'est un ami local là-bas qui m'a payé le retour pour que je puisse rentrer en France. J'y retournerai. Il n'y a pas de problème. Pas tout de suite, mais j'y retournerai. Oui, moi, j'ai bien aimé, mais après, voilà, il s'est passé. Ça. Ouais, cet événement qui a été quand même marquant. Énormément, ouais. Quand je revois les photos, je me dis, waouh, c'est pas toi. Je les ai mis sur mon Facebook privé. Ouais. Oui, tu as Facebook privé. Ça restera privé, alors c'est Non, je peux te les montrer si tu veux. Non, je pense que je les mettrai en ligne. Oui, mais non, maintenant, je te parle de tout. Au début, quand j'ai démarré mes réseaux sociaux et tout, j'étais un peu limité. Ouais. Mais là, plus du tout. Mais alors, vraiment, là, je suis... Ah ouais, c'est une langue pendue. Hein. Aucun problème. Non, j'ai plus rien à cacher à personne. Je me cache juste à travers la mort. C'est tout. J'ai pas envie qu'elle me trouve. Moi, je veux être éternel. Je sais que c'est pas possible. Je le sais. Mais, puis tant. Mais oui. Oui. Après, on peut pas. Imagine, si on est tous éternels, il n'y aurait plus la place pour personne. Ah ouais, là, clairement. Incroyable. Donc, non. Mais c'est pour ça que je travaille sur mon message, lui, sera éternel. Donc. Exactement. Et quand tu reviens en France, tu retrouves un cadre que tu connaissais, mais quand même que tu avais laissé pendant pas mal de temps déjà. Donc, ce cadre a évolué. Et comment tu t'es senti justement en revenant en France ? Chez moi. Chez moi. Non, je me suis senti chez moi. J'avoue que j'avais le mal du pays aussi. Et parce que c'est vrai, quand tu pars dans un pays comme ça, que tu connais pas, en plus je parlais pas la langue, je parlais pas anglais et tout, donc je l'ai appris sur le tas. Tu sais, quand tu connais pas une langue et que tu es dans le pays, voilà, ben ton cerveau, il est beaucoup plus réactif que pour les choses vitales, hein. Tu vois, pour aller aux toilettes, pour acheter du pain ou pour te brosser les dents, etc., etc. Ben ton cerveau, il apprend beaucoup plus vite. Donc moi, je parle un peu anglais, l'anglais de rue, en fait. Ouais.
Je vais pas engager une discussion de ouf, mais en tout cas, je le comprends. Et quand je suis revenu en France, non, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'est vrai que la France, c'est un magnifique pays. C'est tellement beau, il y a tellement de choses. Et moi, je suis fier d'être français. Après, je suis fier d'être terrien, surtout. Ouais. Mais non, je suis revenu à la maison. Et quand tu arrives en France, tu retrouves comment tu retrouves le cadre? Parce que quand tu étais parti aux États-Unis, à ton départ, tu avais tout largué. Tu avais laissé vraiment tout commerce, largué, etc. ouais, complètement. Quand tu reviens, j'avais plus rien, donc encore une fois à la rue, mais c'est justement là que après, je vais dans ce fameux cinéma porno et c'est là que je rencontre cette fameuse personne, Denis, et voilà, à partir de là, après je suis pas vraiment resté trop, voilà, j'ai quitté la rue vraiment. Mais ouais, je suis sorti de la rue, puis je suis retourné à la rue, et puis là, plus du tout. Tu vois, donc voilà, là, ça agit tout de suite, en fait. Ça agit tout de suite. Et non, ce voyage m'a beaucoup parlé, en fait. Et le fait que je sois revenu avec les dents en moins, les dents de traviole, bon, voilà. Mais non, je suis très content de ce que j'ai vécu là-bas, vraiment. Ouais. Et moi, j'adore la grandeur. Ouais, forcément, là-bas... c'est gigantesque. Dans l'immensité. J'ai vu le Golden Gate Bridge. J'ai passé ma meilleure nuit romantique. Ah ouais? Ah ben, qui a l'honneur de dire j'ai passé ma meilleure nuit romantique à côté du Golden Gate Bridge. C'est quand même le pont que tu vois dans les X-Men. Là. Ouais. Incroyable. Et comment ça se passe après, toi, pour justement te réengager dans le milieu professionnel, dans le milieu social aussi, tu vois? Exactement, parce que j'ai été patron. Parce que moi, tout ça, j'ai abandonné, tout ça. La SCI, les appartements, tout ça. Ça, c'est mon ex qui s'est régalé. Hein. J'en sais rien ce que c'est devenu maintenant. Mais à la rigueur, je m'en fous complètement. Ouais. Mais là, en fait, moi, quand je suis arrivé chez eux, là, j'avais une adresse, j'avais un toit, etc. Ils m'ont dit, Ludo, on va te sortir de tout ça. Et du coup, j'envoie des CV. Là, j'ai envoyé des CV à l'hôpital, en partie. Et c'est l'hôpital qui m'a répondu. L'hôpital européen Georges Pompidou. Et on me propose de faire un entretien pour devenir agent hospitalier, tout simplement, en radiothérapie dans le cancer. D'accord. Et j'y vais. Et j'ai fait mon entretien. L'entretien, il a été le plus long de ma vie. Ouais. Ça a duré 4 heures. Wow. À peu près, vraiment. Et on discute sur plein de choses. Et il me dit, écoute, Ludo, je vais te faire visiter le service. Et il me dit, écoute, pour nous, c'est bon. Et là, il me fait visiter le service et tout. Donc là, je me retrouve agent hospitalier en radiothérapie, donc dans le pôle cancéro. Et incroyable. Incroyable. Ça te met une claque dans la vie. Mais moi, jamais j'aurais cru que quand j'ai envoyé le CV, je pensais pas avoir de réponse. Parce que je me suis dit, il faut avoir quand même une notion sur la santé et tout. Mais pas du tout. Ils m'ont pris sans expérience. Au niveau de la santé, je parle. Mais ce qu'il a apprécié, en fait, c'est le parcours de vie. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils m'ont donné ce poste. Et toi, je peux prendre l'exemple, je donnerai pas de nom, parce qu'on donne pas de nom. Mais il y a une petite qui avait 17 ans, elle avait un cancer généralisé. Et elle vient me voir, elle me dit, Ludo, surtout, tu dis à mes parents que je les aime et tout. Elle savait qu'elle allait partir. Waouh. Ça te met un coup, ça, dans la figure. Hein. Et ça te met une belle leçon dans la vie. Et voilà, j'ai vu plein de gens comme ça. Moi, je me suis régalé, en fait, à être là pour eux. Un souvenir que j'ai dans le service, on avait une armoire remplie de boîtes de chocolat. Parce que les patients, ils nous offraient beaucoup de chocolat. La vie est précieuse, très précieuse, tu sais. Et on s'en rend plus compte encore quand on est dans cette situation-là. Et donc, j'ai fait agent hospitalier donc en radiothérapie. Ensuite, ils analysent un petit peu mon état de service, tout ça. Donc moi, je suis quelqu'un de très carré, très pro en tout cas. Ils me proposent de travailler en salle. Et là, je vais en ORL, otorino-laryngo. Et on me propose de travailler dans les soins de support. Soins de support, c'est le service, c'est le cousin aux soins palliatifs. Et pareil, je me suis aussi régalé, moi, à m'occuper des gens.
Et par contre, c'est là-bas où on passe nos derniers moments. Et j'en ai vu quelques-uns qui sont partis en me tenant la main, tu sais. C'est horrible. Ça fait partie de la vie, mais c'est horrible. Mais il fallait qu'on prenne sur soi pour pas montrer, justement, que leur dernière image soit pas d'elle, nos larmes à nous. Et tu vois, la petite larme qui s'en va, qui coule là, et puis il s'en va. Et moi, j'en garde un très, très, très bon souvenir de tout ça. Et ensuite, donc c'était dans la fonction publique. Ça a duré à peu près 2 ans et demi. On ne pouvait pas aller plus loin. C'était que des contrats, que des CDD. Donc, comme je disais, j'ai passé le concours pour être aide-soignant. La première fois, j'ai eu 13. Il fallait avoir 17. Alors, pour quelqu'un qui n'a aucune étude dans la santé, c'est beau quand même d'avoir 13. Hein. Ouais. Et donc, je le repasse une deuxième fois. Et là, j'ai eu 15. Il fallait encore avoir 17. Mais t'étais beaucoup plus proche. T'étais très très proche. Là, alors je pense que si je l'avais passé avec une troisième fois, peut-être que là je l'aurais eu. Mais et encore avec des si on refait un monde, tu sais. Donc et voilà, donc j'ai dû malheureusement partir. Mais entre temps, il y avait ma psychologue, enfin la psychologue du service. Elle me dit Ludo, je connais ton histoire et tout. Je sais que tu bosses très bien, tout ça. Je te propose de prendre rendez-vous dans un endroit. Je te dis pas où. Enfin, je te dis pas ce que c'est. Tu verras, tu t'en rendras compte toi-même. Et du coup, elle a pris rendez-vous, tout ça. Et là, j'ai rendez-vous dans un foyer d'aide médicalisée. Et là, pareil, hein, c'est tu travailles avec des autistes, sur toute forme. Hein. Tu peux avoir le résident qui parle pas et qui peut te prendre une fourchette, il va te planter. Tu vois, on est là. Et pareil, pour cette personne-là, pas grand monde voulait s'en occuper. Moi, j'étais l'un des rares qui voulait. Et moi, avec moi, ça se passait très bien. Tu vois, il manquait juste d'attention. En fait. Et pareil, donc là, dans ce FAM, j'ai travaillé à peu près plus de 4 ans. Mais à un moment donné... Mais en travaillant dans ces 2 cadres-là, où c'est une santé particulière, quand tu arrives... Psychologiquement, psychologiquement, c'est très compliqué. Comment... Parce que ça, ce sont des choses que tu connaissais pas, parce que tu travaillais pas là avant. Non, donc, moi j'ai tout appris sur le tas. J'ai tout appris sur le tas. Et après, moi, quand j'ai passé mes entretiens, je leur ai dit, moi, j'y connais rien. Ils me disent, mais c'est pas grave, on va t'apprendre. Et voilà. Et après, même sur l'aspect psychologique, Mais j'ai pris énormément sur moi. Hein. Mais on est des éponges, en fait. Tu vois. Et quand ils pleurent, quand ils rigolent, parce que les résidents, par exemple, eux, c'est leur maison. Donc nous, on était là en permanence pour eux. Et on les aide à vivre, en fait. Et parfois, des personnes qui n'arrivent pas à manger, donc tu leur donnes à manger, puis tu leur apprends aussi à quoi sert une fourchette, à quoi sert un couteau, etc. etc. Et quand ils y arrivent, t'es fier de ça, quand même. Tu vois. Mais c'est vrai que psychologiquement, ça prend beaucoup. Mais moi, ça a duré 4 ans et demi, à peu près dans ce foyer. Et entre-temps, j'avais envoyé des CV. Pourquoi ? Parce que, alors, quand j'étais à l'hôpital européen Georges Pompidou, j'étais toujours chez Denis Orphée. Je n'avais pas encore d'appartement. Mais là, j'achète le PAP, particulier à particulier. Et là, je tombe sur une annonce dans un petit village, Morigny-Champigny, un appartement à louer, un duplex, etc. Oh, très bien, c'est dans mes prix. Je prends rendez-vous, paf. J'y vais. Alors, je me suis pas rendu compte que c'était loin, mais bon, c'est pas grave. J'y vais, je visite, et elle me dit, ok, c'est bon. Et là, ça y est. Là, pour moi, ça y est, j'ai une maison, j'ai un appartement, j'ai embrassé le sol. C'est dégueulasse, mais j'ai embrassé le sol, tant pis. Mais j'étais tellement content d'avoir un toit. C'était mon premier appartement. Et ensuite, donc il y a la voisine, etc., etc. Et il y a et je travaillais aux femmes. Après, je travaillais aux femmes. Et la voisine, le copain de la voisine me dit Pétard, Ludo, tu travaillais super loin de là où on habite. Et il y avait 4 heures de route pour aller aux femmes, ouais. Ouais. Et il me dit, tu travailles super loin, tu sais que la ville de Paris recrute. Ah bon, et dans quoi ? Éboueur. La connexion se fait. Ben oui, moi j'ai toujours voulu faire ça dans ma vie, tout le temps. Qu'est-ce que tu me dis là ? On y va tout de suite, qu'est-ce que je dois faire ? J'étais hyper excité. Et donc il me donne l'adresse et j'envoie un CV donc à la ville de Paris. Et là, il me dit surtout, tu suis les étapes. Et voilà, la ville de Paris me répond, enfin la DRH, il me propose un concours. Et là, voilà,
J'arrive au concours Wow. de la ville de Paris pour être éboueur. Wow. J'ai flippé ma race. Ouais. Il y avait une ligne, d'1,5 km. On était plus de 7000. 7000, t'imagines? J'étais dans le groupe, j'étais le numéro, dans le groupe 6, le numéro 1400e, genre. Tu vois, donc ça veut dire que dans le groupe 6, il y avait plus de 1400 personnes. Wow. Imagine, c'est énorme. Ouais. Et donc voilà, donc on est dans une grande salle à vide peinte, et là on passe le concours, donc à l'écrit. Donc il y a 2 étapes, et il faut qu'on se repère sur un plan, et on répond aux questions. Voilà. En fait, c'est logique, hein, tout ça, parce que pourquoi se repérer sur un plan? Parce que là, quand on est sur le terrain, on est tout seul. Donc il faut qu'on sache se repérer dans les rues, etc., s'orienter, c'est hyper important. Et moi, là, du coup, l'orientation, bon, heureusement, quand j'étais à l'armée, j'étais chasseur alpin, et l'orientation, chasseur alpin, c'est hyper important. Ouais. Donc pour moi, c'était juste les doigts dans le nez, quoi. C'était à bonne école. Ouais, complètement. Complètement. Et il fallait genre faire un périmètre avec des rues, tu vois, non, vraiment. Et puis la logique. À quoi sert l'eau qui coule dans les caniveaux, par exemple? Voilà, pourquoi, si vous êtes en train de balayer, s'il y a une grand-mère qui se fait agresser, qu'est-ce que vous faites? Voilà, c'est plein de questions comme ça. Bon, après, c'est des questions aussi un peu pièges, mais genre la grand-mère, il y en a qui vont aller défoncer le gars tout de suite. Merci, mais c'est pas ça qu'il faut répondre. Mais d'abord, on appelle les secours et ensuite on va la défendre. Mais voilà, c'est ça, tu vois. Donc, et après, donc sur les 7000 personnes, à l'écrit, il y en a 700 qui l'ont réussi. Tout le ménage qui a été fait. Ouais. Après, il faut savoir aussi que dans ce concours-là, tu as tout le monde qui peut se présenter, tu as aussi des personnes qui savent pas lire ni écrire. Donc, du coup, là, ils s'en vont tout de suite, tu vois. Ouais. Donc, et ensuite, donc, on arrive à l'oral. Moi, je te parle de ça, c'était avant le Covid, hein, donc, parce que maintenant, je crois que ça a réduit par rapport au Covid, je crois que c'est beaucoup moins de temps. Mais bon, bref. Et du coup, donc là, je passe à l'oral, et l'oral, ils ont ton CV, ta lettre de motivation devant eux. Et moi, ils m'ont mis à l'aise tout de suite. Ils m'ont dit, waouh, on a rarement vu une personne qu'on voit avec un CV comme le vôtre. Et allez-y, présentez-vous, tout ça, tout ça. Et il me dit, pourquoi en prenez-vous et pas un autre? Ah, la question piège, parce que je suis le meilleur. Ça n'avait rien de plus logique pour moi. Désolé, les gars. C'est quoi cette question-là? Désolé, mais oui. Allez-y. Et ensuite, donc, l'oral se passe, bien comme il faut. Et donc, sur les 700, on est plus de 300 à être pris. Donc déjà, encore 400 qui sont partis. Et là, on passe la pratique le 3e mois. Et la pratique, c'est plein de petits ateliers. Donc, en fait, il y a des chefs, ils sont là, ils te donnent des ordres, entre guillemets, mais ils regardent aussi si tu les exécutes, si tu les acceptes, etc. Bref, il y a tout un comportement et ils te chronomètrent. Voilà. Ah oui, il y a une petite pression au niveau du temps. Ouais, exactement. Et voilà, donc après, à la pratique, on a été 267 à être pris sur 7000 à la base. Ouais. Et voilà, donc ça, c'était en 2016. D'accord. 2016, et après, j'ai mis mon premier pas sur le trottoir avec mon balai, etc., en tant qu'éboueur, c'était le 18 septembre 2017. Et aujourd'hui, le métier que tu fais, quand tu fais ce premier pas, tu découvres le métier réellement, concrètement, par rapport à ce que tu imaginais avant quand tu étais plus jeune. Ouais. C'est quoi la confrontation qu'il y a? Alors moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours été... En fait, les gens, c'est des gros dégueulasses. Quand j'étais petit, j'allais cueillir les escargots, j'allais cueillir ramasser les escargots, cueillir les champignons, etc. Et puis dans les forêts, je voyais ces dépôts sauvages, une carcasse de bagnole. Mais qu'est-ce que ça fout là? Déjà, moi, j'étais très sensible à ma planète. Et là, quand j'allais aussi à la chasse avec mon beau-père bon, moi, j'étais comme Sissi, tu connais Sissi, hein, elle sifflait pour que la bête elle se casse. Moi, j'étais un peu comme ça aussi, tu vois. Mais bon, je sais très bien aussi qu'il faut tuer malheureusement pour pouvoir manger. C'est malheureux, mais on est des carnivores, hein, voilà. Mais bon, voilà. Donc, du coup, j'étais très conscient de ça. Je ramassais les mégots de mes frères et sœurs aussi. Tu vois. Je disais, maman, elle nous a pas éduqués comme ça. On a des cendriers. Pourquoi vous faites ça? Ça m'a toujours surpris. Et quand j'ai mis mon premier pas, quand j'ai fait ma première journée, mais waouh, que les gens sont des gros crados, quoi. Des cigarettes. Tiens, en parlant des mégots, tu sais combien on ramasse de mégots par jour à Paris? 4 millions. 4 millions de mégots par jour. Je rigole, mais je rigole jaune, en fait. Mais ouais, 4 millions par jour. Ouais. Et encore, je pense que c'est beaucoup plus. Waouh. C'est énorme.
Un mégot pollue. Par jour, enfin, Ouais. c'est gigantesque. Ben oui, c'est gigantesque. Et on le répétera jamais assez, ça pollue 500 litres d'eau, minimum 500 litres d'eau. Un mégot. Un seul petit mégot. Donc ça représente à peu près 3 baignoires. Vache. C'est énorme et ça, il faut arrêter. Vraiment, il faut arrêter parce que nous, on ne peut pas les ramasser, les mégots. On peut ramasser des tas de mégots, mais mégot par mégot, c'est pas possible. Ouais, c'est Impossible. On n'a ouais. pas, malheureusement, je suis désolé de le dire, on n'a pas le temps. Je suis désolé, mais c'est la réalité. Après, c'est Et, de la responsabilité aussi de chacun. exactement, Tu fumes, exactement, tu jettes exactement. ton mégot, tu vois. Exactement. Et je peux même te donner un chiffre. Ce qu'on ramasse en France à l'année, c'est 8 milliards. Wow. Donc, c'est pas normal. Non. Alors que le cendrier, c'est pas d'aujourd'hui. Ça existe. C'est juste que c'est les gens, pardon, mais vous êtes des gros flemmards. C'est tout. Les cendriers de poche, ça existe. Oui. Chaque poubelle est potentiellement un cendrier. Il y a plein de poubelles en France. Il y en a partout. Il y en a peut-être pas là tout de suite sur le moment, mais vous allez en trouver une après. Pour moi, il n'y a aucune excuse et je suis impardonnable avec l'environnement. Mais vraiment impardonnable. Donc, je suis intolérant. Ouais. Mais vraiment, moi, je serais très sévère si j'avais le pouvoir de pouvoir mettre les amendes. Je serais très sévère là-dessus. Parce que tu n'as pas le droit de foutre en l'air l'environnement. Je suis désolé. C'est non, tu peux pas. C'est interdit. C'est interdit de faire ça. Ouais. Et du coup, c'est cette réalité-là que finalement que tu rencontres encore, que tu rencontrais déjà tout petit quand tu allais dans la forêt, tu voyais les gens qui mettaient leurs déchets dans la forêt, etc. Et ça, en fait, ça continue encore là aujourd'hui quand tu grandis et que tu es dans ce métier. Tu vois encore plus à quel point les gens sont dans cet aspect dégueulasse à jeter les mégots, les déchets, etc. Sauf que dans les forêts, tu vois, tu vois pas. Ils viennent genre la nuit ou j'en sais rien, ou bref. Mais donc ça se fait encore. Hein. C'est malheureux. Tu sais que tu prends en vue aérienne la France. Quand j'ai fait mon Paris-Marseille, par exemple, j'ai fait Paris-Marseille à pied pendant 55 jours en 2023, etc. Et on a voulu mettre un appareil sur moi pour scanner tout autour de moi, pour scanner tous les dépôts sauvages. Bon, ça s'est pas fait, mais il faut savoir que la France, en vue aérienne, c'est une décharge publique. On se rend pas compte, mais c'est une décharge publique. Faut pas l'oublier. Il y a pas un trottoir où il y a pas de déchets, il y a pas un trottoir qui est nickel. Il y a toujours un dépôt sauvage tout le temps. Tout le temps. Partout, hein. Partout. Un dépôt sauvage, ça peut être gigantesque, ça peut être tout petit. Ça peut être un pot de peinture, ça peut être un sac de gravats, ça peut être un meuble, ça peut être même une voiture qui a brûlé ou j'en sais rien. Voilà, tu vois, ça peut être tout ça. Et là, dans le métier que tu fais aujourd'hui, l'absence, on l'a vu avec la crise, la grève qu'il y a eu, la grève des éboueurs. Ouais, c'était en 2023. C'était incroyable, cette grève. On a pu s'apercevoir, la France a pu aussi s'apercevoir de certaines choses. C'est le public qui a fait grève. Il faut savoir que Paris, c'est divisé en deux. Tu as 50% privé, géré par le privé, et 50% public. Il faut savoir que les appartements, n'importe quoi. Oui, parce que je recherche un appartement aussi, si vous en avez un sous la main, à Paris. Écoutez bien. mais en fait, non, ce que je disais, c'est que tu as 50% du privé qui gère 50% de Paris, et tu as 50% de public qui gère les autres arrondissements. Et pour la grève, c'est le public, en 2023, c'est le public qui a fait grève. On peut prendre les exemples comme le 7e arrondissement. On connaît tous la maire du 7e arrondissement. Pendant cette grève-là, en 2023, son arrondissement était nickel. Pourquoi ? Parce que c'est géré par le privé. Et le privé ne faisait pas grève. Par contre, tu as des arrondissements qui étaient gérés par le public, où là, c'était d'un dépotoir. Les gens, ils jetaient leur sac poubelle à travers la fenêtre. Ça faisait une pyramide. Ouais. Tu vois, genre, j'adore Khéops. Magnifique Khéops, c'est en Égypte. Il faut que ça reste en Égypte. Voilà. Mais faire une pyramide de déchets, non. Ça, non. Moi, ça, c'est intolérable. Mais par contre, pourquoi il y avait grève ? Parce qu'il y a aussi des revendications. Alors, moi, bien évidemment, je ne suis pas contre la grève. Si c'est pour qu'on avance, pour faire évoluer le métier, et bien sûr que s'il y a besoin de moi, je suis là. Par contre, voilà, tu veux savoir le salaire d'un éboueur ? Moi, ça fait maintenant presque 10 ans que j'y suis.
10 ans dans le public, mon dernier salaire était à 2100 € net avec les primes. Par contre, t'enlèves les primes, il n'y a que dalle. On est au SMIC. Et les primes, ils peuvent les enlever du jour au lendemain. Ouais. Mais vraiment. Donc, et nous, notre retraite ne doit pas être comptée avec les primes, mais sans les primes. Donc, ça veut dire que ma retraite va être comptée sur 1600 €. Tu vois, donc je ne vais pas toucher beaucoup finalement. par la suite. Ouais. Bon, d'après ce que j'ai calculé, normalement, je devrais être à 1500 €. Donc, moi, je ne vais pas me plaindre parce que voilà, bon, c'est mal payé, mais il faut que je fasse avec, je n'ai pas le choix. Et est-ce qu'il y a eu un avant et un après, justement, par rapport au regard que les gens peuvent avoir sur le métier que tu fais? Par rapport à la grève? Par rapport à la grève, tu vois? Dalle. Non, il y a... Non, mais non. Tu sais, pendant le Covid, on nous a applaudi, ouais, génial, magnifique, avec les casseroles et tout. Il n'y a plus rien. Tu sais, c'est ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est visibiliser les invisibles. Et on va nous voir quand il y a des pyramides de déchets. Ouais. Alors qu'on doit nous voir tous les jours. Tous les jours, on est là. Tu vois? Et un petit sourire, tu vois. Juste ça, c'est hyper gratifiant et ça suffit largement. Mais qu'on arrête de nous insulter, qu'on arrête de dire qu'on est inutile, qu'on arrête de cracher sur la fonction publique, parce que c'est important. Nous, les éboueurs, on est les poumons des villes. Tu vois, c'est très simple. On absorbe votre merde pour que vous puissiez respirer. Donc, à un moment donné, arrête de nous cracher dessus. C'est vrai. Alors après, je dis pas, il y a des gars, ils font ce métier parce que là, c'est parce que voilà, il faut un travail, etc. Je dis pas, dans tous les métiers, de toute façon, il y a des gens plus motivés que d'autres. Il y en a toujours qui en font plus que d'autres. Moi, le premier, mais voilà, c'est comme ça. Ouais. Et aujourd'hui, parce qu'il y a les mots, il y a aussi les gestes des gens devant toi. Comment ça se passe, les gens, quand ils te voient dans la rue en train de nettoyer, parfois, justement, comme si j'emploie tes mots, leur merde. Comment ça se passe avec ces gens-là? Alors, on prenait l'exemple du mégot, donc ce geste de jeter par terre, bien évidemment, il y en a qui le font devant nous. Hein, ils disent qu'on est là pour ramasser, on est payé pour ça, genre... ouais, ils payent des impôts, alors... Ouais, moi, je paye des impôts, alors vas-y, hein, je te paye. Moi aussi, je paye des impôts. Donc non, faut arrêter ça, parce qu'en fait, le temps qu'on va passer pour ramasser les incivilités des uns et des autres, c'est du temps qu'on n'aura pas pour faire notre travail. Notre travail, notre travail, c'est collecter. Collecter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est déjà dans une poubelle ou dans un bac. Déjà dedans. Ensuite, c'est désherbé. Si tu passes dans une rue et que c'est désherbé, c'est parce qu'un éboueur, il est passé par là. En tout cas, moi, je parle de la ville de Paris, attention. Ailleurs, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, la ville de Paris, c'est comme ça. On enlève les affiches, celles qui sont affichées là où il ne faut pas. On enlève les stickers. Oh, les stickers, c'est une horreur. Même si on peut être ultra ce que vous voulez, très bien, mais faites ça chez vous. Faites ça chez vous. Moi, j'ai pas envie que tu m'imposes ton truc, tu vois ce que je veux dire. Et puis, c'est dégueulasse. Ça fait dégueulasse. Ça fait négliger tout ce que tu veux. Les graffitis aussi. Les graffitis. On enlève les graffitis. Les encombrants. Je disais tout à l'heure les dépôts sauvages. Sauf que là, je vais te parler des encombrants. Les encombrants, ça veut dire que c'est déclaré. Ça veut dire que tu appelles un numéro là, à Paris qui est 3975. Et là, tu déclares ton encombrant. Et là, ils vont te donner un numéro. Paf. C'est magnifique de faire ça. C'est magnifique. Je trouve que le système est vraiment très bien. Il mérite d'être amélioré, bien évidemment. Mais c'est très bien d'avoir ça. Et il faut l'utiliser. Ouais. Voilà, donc notre métier, c'est ça. C'est Reaper, celui que je t'en ai parlé tout à l'heure. Moi, mon rêve au cul du camion, quand j'ai vu ces gars, ça y est, je suis devenu Reaper. Maintenant, je suis venu à la place des gars, tu vois, au cul du camion. Tiens, je peux te parler du Lixivia. Tu sais ce que c'est, le Lixivia? Non, je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Je suis ravi de t'avoir. Je t'apprendrai un autre mot. Lixivia, en fait, c'est le fameux jus de poubelle. Tu sais, dans le camion poubelle, tu as la trémie. La trémie, c'est l'espace qu'il y a entre le tablier et les rails pour mettre ton bac. Et là, tu as un jus. Et ça s'appelle le Lixivia. Et c'est ce qu'il y a de plus toxique au monde. C'est fou parce que le nom n'est pas du tout toxique. Parce que quand tu le prononces, c'est très fancy. Regarde, c'est très... la nanite, elle est magnifique. La nanite, elle est magnifique. Les champignons rouges avec ses petits pois, etc. En fait, regarde, bref. Voilà, Lixivia. Et je peux aussi t'apprendre la rudologie. Tu sais ce que c'est la rudologie? Qu'est-ce que c'est ça? À ton avis, rudologie? La rudologie?
Bon, c'est des questions que je pose dans mon podcast. Hein, la rudologie, en fait, Il y a c'est la l'étude des rue déchets. dedans. L'étude des déchets. L'étude de déchets. Ouais. Ah. Le rudologue, il est payé 3 500 balles. Bon, il n'y en a pas beaucoup en France pour le Ouais. moment. Peut-être que je serai le premier un jour. S'il me le propose, je dirais oui. Ouais. À 3 500 balles, on va pas dire non. Ouais, Mais c'est clair. En plus, avec Let's. l'expérience que t'as construit et que tu construis là. voilà, la rudologie, c'est l'étude des déchets. Donc, c'est celui qui met tout en place de A à Z pour que le déchet soit collecté, bien traité, etc. D'accord. C'est fou. Voilà. C'est fou. Je replacerai ces mots-là. Lixivia. Lixivia, rudologie. Lixivia. Lixivia. Lixivia en L apostrophe ou. Non. Ouh là là. Parce que c'est soit Non, c'est Xivia L-I, et L-I, je crois. Lixivia. Ok. Y, je crois. Je replacerai Il y a ça. un Y quelque Sois-en part. sûr, je vais replacer ça dans l'après-midi, Lixivia et rudologie. Merci pour cette instruction, j'ai envie de dire. Cette instruction. Tellement fier de ces mots. Mon Dieu. Le mec, il connaît 2 mots dans sa vie. Voilà. Et aujourd'hui, donc, quand tu fais ton métier, quand tu rencontres justement les gens, l'image qu'ils ont de toi et du métier, le mépris qu'ils peuvent Il y a deux avoir. écoles. Il y a 2 écoles. Il y a ceux Ouais. qui vont venir nous remercier. Alors, maintenant, un peu plus maintenant, c'est vrai que moi, je travaille dans le centre de Paris, donc Châtelet, Forum des Halles, etc. Le fait d'être sur les réseaux sociaux. Ah, c'est les boires de TikTok et tout. Ils viennent, on en discute, on prend des photos. Je me rappelle un samedi, il y avait une ligne pour que les gens prennent des photos. J'ai trouvé ça Ah ouais. hallucinant. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils respectent quand même le travail. C'est d'abord le boulot et ensuite on prend la photo. Et mais je trouvais ça incroyable pour moi, un petit balayeur et puis avoir une ligne pour que les gens puissent prendre des photos. Waouh. Voilà. Et puis tu as l'école où, je te disais, ils disent ça le fonctionnaire. Par exemple, la première année, quand je passe le coin d'une rue, à l'angle, il y a une personne qui passe par là et là, il me crache dessus. Sale fonctionnaire, t'es payé à rien foutre et nana, j'ai rien compris. Il me crache dessus, mais vraiment, quoi. Moi, là, je t'explique pas le truc d'une huître. Et du coup, j'étais vraiment pas bien. Et je dis rien, je prends sur moi énormément. Et là, je trace ma route et je finis ma demi-journée. Et là, je rentre dans mon atelier et je me change. Je prends ma douche et toute ma haine est partie dans ma douche parce que le mec, je voulais le démonter. Quoi. Mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Parce que limite, tu vas perdre ton job. Si toi, tu le frappes, tu vas perdre ton job. Alors que, à la base, c'est pas toi le fautif. Et moi, je suis pas quelqu'un de violent dans tous les cas, mais je t'avoue que là, il aurait mérité un beaucoup de balai. Et qu'est-ce que tu penses, tout à l'heure, tu as dit les différents déchets qu'on peut avoir, les différents déchets que tu rencontres. Est-ce que tu penses que dans les déchets que tu vois, ça dit quelque chose des gens qui, justement, mettent ces déchets là où tu les trouves? Ouais, alors, quand tu es Reaper, des fois, on ouvre le chapeau de la poubelle et des fois, on peut voir ce qu'il y a dedans. On voit l'intimité des gens. Il y a ça. Et puis, des fois, il y a une vidéo, là, j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. C'était un préservatif où il y avait une brique de lait dedans. Il y en avait beaucoup. Mon Dieu. Je fais la vidéo et je fais comme ça, je prends la pince et tout. Mais tu vois, limite, ça faisait c'était lourd, quoi. Ouais. Et je dis, bon, c'est bien, vous avez pris du bon temps. Ouais. Mais désolé, j'ai pas envie Non, de il n'y a ça. pas de problème, t'inquiète. J'ai pris du bon temps, mais par contre, il faut jeter à la poubelle. Bah ouais. Voilà, tu Ouais. vois. Donc, oui, le sol te parle. Tu vois, les déchets des uns et des autres. Là, il y a par exemple un endroit où il y a plein de canettes, où il y a plein de bouteilles, etc. Ben là, tu sais qu'il s'est passé quelque chose. Quoi. Ils ont passé une bonne soirée. Effectivement, on parle de la vision que les gens peuvent avoir, les deux grandes visions. On était sur la brique de lait. Ouais, la brique de lait. La brique de lait et Ça m'a fait beaucoup rire. les déchets. La vidéo, elle a cartonné. Ouais, ça m'a bien fait rire. Et justement, Les déchets parlent, en fait. Ouais, les déchets parlent et disent quelque chose L'intimité des gens. Ouais, ouais. Bien Et sûr. en fonction des arrondissements. Alors, moi, je travaille dans le centre. Ok. Alors, là, pour poser la question, ce qui se passe dans le 18e, 19e, etc., là, il n'y a que les éboueurs de là-bas qui peuvent t'en parler. Mais après, moi, je fais beaucoup d'événements et je fais le tour de Paris. Et tous les ans, je fais le tour de Paris. Alors, cette année, pas sûr que je l'ai pas cette année parce que là, j'ai un petit problème logistique. Il faut que je trouve un conducteur pour mon camping-car. Mais sinon, là, je peux te parler de boulevard Ney, par exemple. Oh, mon Dieu, que c'est un désastre. Ouais. T'as les éboueurs là-bas qui travaillent tout le temps,
Mais par contre, les gens, ils jettent par terre, ils jettent par terre, ils jettent par terre. Et t'as les pieds de l'arbre qui sont envahis de déchets. Boulevard Ney, c'est une horreur. Moi, je plains mes collègues. Hein. Je plains mes collègues. Ils ont beau travailler, c'est pas pour... ça se voit pas. Et quand tu... C'est vois fou. Mais chez nous aussi, et dans le centre aussi. Hein. Ouais. Là, par exemple, moi, je travaille autour de la Fontaine des Innocents. Dans les gens, ils jettent leur pizza ou leurs emballages dans les bosquets. Alors qu'il y a 9 poubelles. 8 poubelles, pardon. Pas 9, 8. Et aujourd'hui, avec le parcours que tu as, quand tu revois tout ce parcours-là, si je te demande, Ludovic, t'es qui? Qu'est-ce que tu me répondrais? Rien. Parce que je suis lambda, en fait. Tu vois, je suis juste Ludovic. C'est tout. Et faut que les gens échangent. C'est tout. Changer. Arrêtez de jeter par terre. J'avoue, ça me touche de ouf. J'en ai marre que passer dans les endroits où les gens se prennent. Enfin voilà, il faut arrêter ça. C'est tellement ridicule, c'est nul, ça pollue. Vous êtes des gros dégueulasses. Stop. Et si tu revoyais aujourd'hui Ça me parle. Putain, tu m'aurais fait pleurer 2 fois. Oh. Calme-toi. J'adore. J'aime beaucoup le fait que tu te livres comme ça et que, en tout cas, que tu te sens même inconsciemment assez à l'aise justement pour pas te braquer et te laisser aller finalement je te dis, il y a dans cet échange. une seule chose avec qui je me braquerai, c'est je vais me cacher. C'est la mort. Laisse-moi tranquille. Ouais. C'est tout. Le reste, on y va, on fonce. Quand tu regardes justement l'enfant que tu étais, le parcours qu'il a fait, et le jeune aussi que tu étais, qui a erré dans la rue, puis qui a dû aller partir de la France, qui est revenu en France, qui a erré encore dans la rue, tu penses que ce jeune, il te dirait quoi aujourd'hui? Lâche pas. Tu as de grandes épreuves, mais lâche pas. Il faut surtout pas lâcher. Je crois que je t'ai pas parlé de la pire des épreuves pour moi, qui a été très, très, très compliquée. C'est quand j'ai fait ma fugue, quand je suis parti sur Toulon. J'étais juste à côté de la maison. Ma maison s'appelait le Cabanon. Et le Cabanon, en fait, on avait le même espace que... tu connais la série Dallas? Le même espace, sauf qu'on n'a pas eu l'argent. On avait l'espace. Et voilà, j'étais pas bien, etc. J'ai fait ma première fugue et je tends le bras comme ça. Et t'as une voiture qui s'arrête, une voiture blanche. Et il me dit bonjour, tu vas où? Je dis je vais sur Toulon. Et il me dit monte, je vais aussi. Et là, je m'assois devant et t'as le clapet qui se ferme, de la vitre qui se monte, le clapet qui se ferme. Et là, il prend ma tête et il la met sur son sexe. J'ai fait ce qu'il y avait à faire, si tu veux. Et ça, tu vois, c'est toujours là. Et ça m'aide maintenant à justement, j'en parle de plus en plus pour que des personnes qui ont vécu ça, elles en parlent, parce qu'il faut en parler. Et la communication, c'est hyper important. Et moi, j'ai la chance que vous soyez là autour de moi, vous les médias, tous confondus, peu importe, que ce soit TF1, ce que tu veux. Moi, je peux parler de tout ça. Il y en a plein de gens qui ont ça en eux et qui ont besoin d'aide. Et si moi, mon histoire peut les aider pour ça, c'est pour ça que je t'en parle. Et si ils se sortent de tout ça grâce à ce qu'ils ont entendu là, écoute, je serai le plus heureux du monde. Mais voilà. Comment tu te relèves de cet événement? Oh, je pense qu'on s'en relève pas. Ouais. C'est la vie. Ça fait partie de moi. Voilà. Je partirai avec ça. Dans tous les cas. Peut-être que c'est pour ça que j'ai eu des aventures. Mais peut-être que c'est à cause de ça que je suis célibataire et peut-être que voilà. Enfin bon, on va pas. Mais
Je souhaite ne pas le rester, mais, Ouais. mais bon, c'est vrai que c'est compliqué. Mm. C'est compliqué. Voilà, mais en tout cas, tout ce que je voulais, c'était juste que des personnes, que ce soit hommes, femmes, peu importe, si elles sont victimes de pédocriminalité, parlez-en, s'il vous plaît. Et tu dirais quoi aujourd'hui le Ludovic, s'il te voyait aujourd'hui, il te dirait lâche pas. Ouais. Mais toi, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Moi, là, Ouais, au petit Ludovic, ouais. être plus ta maman. Mm. J'étais ma maman, mais il fallait que je fasse un peu plus quand même. Ouais. Mais non, mais surtout ne lâche pas, continue. La vie est belle, même si elle va être très dure, mais la vie est belle. Mm. Et c'est une fois, ne la rate pas. Merci. Et si aujourd'hui, le micro qu'il y a devant toi, il s'adresse à toute la planète. Tout le monde peut ok. t'entendre. Et ce message peut toucher qui a besoin de l'entendre. Ça serait quoi ton message? Ben, c'est très simple. Jette à la poubelle. Merci. Merci Ludovic. De rien. Merci pour cet échange. Avec plaisir. Fin de l'épisode. Comment tu t'es senti, Ben, Ludovic? très bien, non, très bien, très bien. Super. Énormément. Ouais. C'est juste être soi et être naturel. Pas faire chichi, ça sert à rien. Mm. Vraiment pas. C'est tout. Être soi-même. Mm. Pas besoin de maquillage. Enfin, j'ai pas de maquillage. Il y a des émissions j'ai fait où ils m'ont mis des maquillages. Mm. C'est pas terrible. Mm. Là, regarde. Authentique. Exactement. Restez soi-même. Merci Ludovic. J'adore. C'est grand plaisir. J'adore. Merci beaucoup. Fin de l'épisode. On fait un clap de la fin. Ouais. Évidemment, on n'oublie pas le deuxième clap. The end, fin. Ouais. 1, Deux. 2, 3. Fin. Let's go!